Merci à toutes et tous. Nous allons maintenant entendre 3 interventions autour des apports du psychologue aux équipes et à l'entourage. Nous allons commencer par une intervention de Morgane Hensinker, qui est psychologue et psychothérapeute, qui a travaillé en consultation douleur, mais qui est maintenant en équipe mobile santé et précarité. Elle est également doctorante à l'Université de Lyon 2. Merci. Merci à tous, merci pour cette invitation et puis pour cette discussion, je pense qui sera intéressante, qui va reprendre évidemment quelques petites bribes de ce qu'on a évoqué un petit peu tout au long de la journée, mais qui va prendre un angle un petit peu différent, puisqu'on va donc parler du psychologue dans son rapport à l'équipe. Le psychologue clinicien en consultation douleur, il a une place particulière auprès des patients, bien sûr. Il a une place essentielle et ça a été dit tout au long de la journée au travers de ces différents positionnements, de ces travers de ces outils, de tout plein de choses. Donc du coup, moi, je vais vous parler un petit peu de la place qu'il a auprès de l'équipe et là encore, une de ses fonctions qui est essentielle. Je vais intéresser mon propos sur le psychologue, un non-soignant pour les soignants. Alors, quelle place pour le psychologue au sein de l'équipe en consultation douleur ? Tout d'abord, j'avais envie qu'on s'interroge un petit peu sur qu'est-ce qu'un soignant et qui est considéré comme soignant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, au début du XXe, on voit émerger le terme de soignant, mais c'est surtout à la fin de celui-ci, dans les années 90, qui commence à être particulièrement employé. Ce terme regroupe alors différents corps de métier en floutant les particularités, les spécificités, comme nous l'a démontré la crise Covid et son utilisation médiatique, comprenant ainsi toutes les fonctions impliquées dans le care du patient. C'est d'ailleurs à la faveur de cette crise qu'a émergé l'urgence, enfin, à l'idée de prendre soin de nos soignants, comme une injonction face à la pénibilité, à la violence de leur quotidien, les plaçant au front par nos politiques et dirigeants. Par ailleurs, une des définitions qu'on trouve communément pour le terme de soignant, c'est une personne qui donne des soins à quelqu'un. Et quant aux soins, il est défini, lui, par des actes de thérapeutique qui visent à la santé de quelqu'un, de son corps. Donc, en somme, des somaticiens, au chevet et à l'écoute du corps du patient, de sa physiologie, au travers du toucher ou d'examens plus ou moins invasifs, rendant compte de l'état du bon fonctionnement organique. De ce fait, le psychologue n'est donc ni un personnel médical, ni paramédical. Aussi, on peut souligner qu'au niveau hiérarchique, il est sous l'autorité de la direction ou du directeur des ressources humaines, même si au niveau fonctionnel, organisationnel, il peut se référer au cadre de service, il n'en est néanmoins pas sous son autorité. C'est quand même important aussi, sa place dans l'équipe. Nous pourrions alors nous demander qu'est-ce qui différencie le psychologue clinicien ? Des éléments de réponse ont été donnés, comme je l'ai dit en introduction, par les intervenants, mais rappelons juste que ce dernier n'est pas exempt de l'écoute du corps, mais il prête son appareil psychique, ses capacités d'élaboration et de transformation. On peut s'appuyer sur les théories bioniennes notamment pour essayer de se représenter un petit peu ça. Cette différence ferait donc du psychologue un non-soignant, malgré qu'à des égards, il pourrait être un soignant du psychisme, pour ses fonctions psychothérapeutiques, prenant appui sur le code de déontologie. Il aborde le corps d'une autre manière, au travers de la parole, voire de la médiation, puisse-t-elle être corporelle. Il met en pensée le corps et le sensoriel, le vécu douloureux, entre autres, dans son versant bien souvent archaïque et au travail dans la narrativité du patient. Mais revenons à notre sujet. Qu'apporte le psychologue, le psychiste, à l'équipe ? Je tenterai d'apporter quelques pistes de réflexion dans ce temps imparti, plusieurs aspects que je vais tenter de mettre en lumière et un petit peu en différentes strates.
Alors, tout d'abord, et encore une fois, on l'a dit, mais un petit peu différemment, il apporte un éclairage par ses connaissances de la psychopathologie à propos des enjeux corporels par les processus psychiques, voire somatopsychiques du patient. Soit amener du psychisme, de la subjectivité à la question du corps, de l'organicité, dans un mouvement d'aller-retour. Mais comment faire quand on ne parle pas le même langage? Parce que les soignants, eux, ils parlent un petit peu plus le langage de l'organicité et c'est un peu moins le cas du psychologue. Durant les réunions cliniques, par exemple, il va s'agir de pouvoir remettre du lien autour du patient, de sa subjectivité, d'entendre le patient dans sa globalité au-delà d'une symptomatologie douloureuse. Le psychologue donc donne un éclairage sur l'organisation psychique, somatopsychique, voire de la fonction, des fonctions de la douleur, propre à chaque sujet à partir de son évaluation, de son cadre, de ses outils. Il transmet ensuite à l'équipe son évaluation établie à partir des premiers entretiens, seul ou en binôme avec le médecin somaticien, par exemple, en portant vigilance à ce qu'il partage ou non. Il en traduit donc quelque chose à transmettre à l'équipe dans des mots qui vont pouvoir être compris par les autres professionnels, sans jargonner, comme on dit. Dans une nouvelle traduction, afin qu'il puisse se représenter le propos du psychologue. Il y a 2 traductions là. Cette évaluation s'avère donc primordiale, puisqu'au travers de la transmission d'éléments structuraux et processuels et dynamiques, va pouvoir se mettre au travail ce qui se joue dans la relation au patient et ainsi de l'accordage potentiel soignant-soigné. Le psychologue peut ainsi apporter une vigilance particulière à ce que les thérapeutiques envisagées soient pensées au plus adapté du patient, là où celui-ci se trouve là maintenant tout de suite. Nous savons bien que tous les patients qui passent la porte d'une consultation douleur n'en sont pas moins prêts pour autant à renoncer à leur douleur, portée dans leur intime depuis des années, source de bénéfices primaires et secondaires. Il peut s'agir alors que le clinicien adopte différentes postures, tantôt des positions semblables à celles d'un garde-fou, face à une posture interventionniste médicale toute puissante, ou face à des mouvements de maternage excessifs, tantôt transformateurs d'une conflictualité destructrice qui ne permettrait pas au lien d'advenir. Le psychologue trouve ainsi toute sa place dans cette fonction de portage, de holding, voire de fonction phorique telle que développée par KS. L'alliance groupale au sein de l'équipe va être ici essentielle afin qu'elle puisse se déployer au service du patient, permettant de conflictualiser les différents avis, positionnements des membres de l'équipe sans pour autant mettre à mal l'intersubjectivité. En effet, le clinicien se fait réceptacle des éprouvés de l'équipe, qu'il va tenter de mettre au travail dans leurs dimensions plus ou moins élaborées, déposées par le patient sur les différents membres de l'équipe pluridisciplinaire, amorçant ainsi des pistes thérapeutiques qui permettront aux différents membres du groupe, chacun avec sa spécificité, d'élaborer des angles spécifiques d'accompagnement dans un travail favorisant les processus de reliaison du psychosoma, souvent mis à mal par la problématique douloureuse, au travers d'un continuum, favorisant ainsi la transdisciplinarité. Il s'agira alors de composer avec une constellation transférentielle, comme décrite par Delion, permettant ensemble à l'équipe d'élaborer quelque chose de structurant dans des mouvements de rassemblement autour du patient. Donc, un autre des enjeux dans le positionnement du psychologue va être sur un aspect un peu plus institutionnel. Donc, une prise en charge du corps et de la douleur lorsqu'elle engendre des processus de chronicisation suppose de pouvoir entendre l'autre dans sa douleur, mais aussi dans sa souffrance, dans ce qu'il traverse physiquement, psychiquement. Les patients viennent alors déposer leur symptomatologie, leur défense, leur histoire. Et c'est ce transfert que nous avons évoqué aussi précédemment qui va alors s'agir sur le fonctionnement des équipes pris dans des processus pour une majorité inconscient. C'est ce que Jean-Luc Donnet a théorisé comme la pénétration agie, c'est-à-dire l'effet de la clinique sur l'institution et notamment le fonctionnement de l'équipe pris dans les mêmes mouvements que les patients qu'elle accueille. Dans ce cas spécifique des structures douleurs, il n'est pas rare d'observer des soignants cherchant à tout faire pour soulager le patient,
de sa douleur ou encore tenter d'éteindre la plainte qui tourne en boucle en gelant en passage toute perspective de pas de côté, voire d'affectivité. Cette plainte qui assène le soignant dans des mouvements d'impuissance, de découragement, de désarroi. Le psychologue n'est une nouvelle fois pas exempt des effets de cette plainte, mais de par sa position un peu plus méta, non assigné à une place où il faudrait faire, il s'en dégage en tentant de sortir de l'englument généré par la chronicité douloureuse. Donc, s'il a un positionnement de tiers parfois entre le patient et ses collègues, incarnant par exemple une des figures duel dans les yeux du patient, comme l'a précédemment souligné Véronique Barfetti-Servigna, lorsqu'il se porte réceptacle des éprouvés du soignant, il trouve là encore une place essentielle. Bien sûr, il n'est pas l'apanage exclusif du psychologue de proposer une oreille attentive et bienveillante aux difficultés, aux incertitudes cliniques de ses collègues. Néanmoins, son corpus théorique et pratique, prenant ancrage dans la réflexivité, le dynamisme des processus psychiques à l'œuvre, sa réponse tentera de faire un pas de côté face au discours confié. Sa posture revêt un aspect du même et du différent. Même au travers de l'alliance possible avec l'équipe, de faire partie du même groupe, de faire corps avec chacun des membres et aussi du groupe, de partager la rencontre avec les mêmes patients, par exemple, et aussi comme différent dans son modèle de soins, dans son rapport au corps, à sa manière de l'entendre. Une grille de lecture finalement complémentaire, mais différente. Aussi, le psychologue erre parfois dans le service en se tenant à disposition, en proposant sa disponibilité, ouvert à l'opportunité de temps informel avec ses collègues, de temps léger, autour d'un café par exemple, offrant un interstice propice à des mouvements de décharge pulsionnelle, souvent débordants, ou à l'inverse, d'un discours traduisant des mouvements d'immobilisme. Au travers de cette fonction de conteneur, théorisée aussi par KS, le psychologue offre alors un espace contenant de dépôt et de transformation possible. Faire alliance avec l'équipe, démystifier aussi la place du psychologue qui serait un petit peu à part. Donc, une position quand même de différenciation qui est nécessaire. Bien sûr, il ne se substitue pas au travail d'analyse des pratiques professionnelles qui impliqueront pour le psychologue de se mettre en mouvement au même titre que ses collègues. Ainsi, il s'agit ici d'une posture d'aller-retour entre le dedans et le dehors. Une autre des positions serait celle de l'analyse des mouvements d'équipe pour en comprendre les enjeux. Alors, là encore, sans prendre une position qui serait à toutes les places, il paraît primordial que le psychologue puisse saisir ce qui se joue au sein des mouvements d'équipe, et notamment dans les différentes strates qui iraient de l'établissement jusqu'à l'institution. Comment l'équipe se représente le travail du psychologue? À quelle place est-il parfois assigné? Que se joue-t-il derrière d'apparentes attaques de sa fonction? Au contraire, dans une position plus plaisante narcissiquement, mais néanmoins questionnante, d'une forme d'idéalisation, comme sachant, là où ça échappe pour le somaticien. Alors, que se passe-t-il dans l'équipe de soins? De quoi ça parle? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une structure douleur prend aussi sa place dans un établissement hospitalier, où bien souvent, elle vient faire symptôme. Elle aussi, un peu différente des autres services de médecine, des autres spécialités. Ça a été aussi rappelé ce matin. Certes, il y a du psychisme partout, où il y a du somatique, mais en douleur, cet inconnu, cette complexité, cette incertitude, pour rappeler l'acronyme ici, dont Véronique nous a parlé, se trouve au cœur du travail avec les patients. Alors, telle une imbrication de poupée matrioshka, le psychologue a pour mission de pouvoir identifier les mouvements institutionnels à l'œuvre afin de comprendre les répercussions qui peuvent venir asséner l'équipe sur son fonctionnement, sur leur résonance, sur la manière dont on peut, ou pas, penser le soin avec plus ou moins de liberté, de rêverie, de plaisir.
L'attendu de l'institution qui viserait à objectiver et à rendre une trace, une visibilité du travail fait et aussi à prendre en compte, et le psychologue garde toujours ça en tête dans sa position, encore une fois là, dehors, dedans, entre les attendus et son travail auprès du patient, de l'équipe. Voilà, il jongle un peu. Donc, pour conclure, l'apport du psychologue clinicien auprès des soignants et donc de l'équipe en structure douleur revêt plusieurs fonctions propres à son positionnement singulier, à la fois dedans, à la fois dehors. Bien sûr, ici, il ne s'agit pas de planter le portrait d'un psychologue idéal, puisqu'il est lui-même pris dans les mouvements transférentiels inhérents à la clinique de la douleur, ainsi que dans les mouvements d'équipe, qu'il soit du côté de l'attaque de sa fonction ou à contrario d'une forme d'idéalisation, de sa champ, d'une théorie préconçue à l'emploi. Cependant, il reste important d'avoir en tête ces axes de travail propres aux psychologues, au sein desquels il navigue, éthique à tribord, déontologie à bâbord, à côté de ses missions auprès du patient, perçues très souvent comme premières. Sa place au sein de l'équipe se déploie en décalage, tout autant qu'en maillage nécessaire au travail pluri et transdisciplinaire. Il permet à certains moments à l'équipe de conserver une illusion suffisante afin de ne pas sombrer dans des processus de désillusion qui empêcheraient tout mouvement soignant, voire mouvement à côté de la pulsion de vie, permettant à l'équipe de fonctionner. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons maintenant entendre Florence Reiter, qui est psychologue, psychothérapeute familiale au groupe hospitalier universitaire Sorbonne Université et au centre de la douleur et de la migraine de l'enfant et de l'adolescent. Merci, je remercie Véronique et Antoine de m'avoir invité pour parler de ce sujet qui est le psychologue pour soutenir le maillage équipe et entourage et l'entourage. Et ça a été un vrai défi pour moi de préparer cette présentation parce que je me suis rendu compte que depuis le temps que je travaille en pédiatrie à Trousseau, j'ai l'habitude de présenter des cas cliniques, des vignettes cliniques, et là, tout le défi, c'était de ne pas en faire. Et habituellement, c'est le déroulement de ma pensée pour pouvoir transmettre aux personnes avec lesquelles je travaille ce que je peux faire en tant que psychologue de manière générale. Et c'est vrai que, et parce que c'est sur YouTube, il n'était pas question de parler d'un patient pour une question d'anonymat, mais j'ai trouvé ce travail très intéressant. Je suis allée chercher sur plein d'endroits pour pouvoir répondre à cette question. Et aussi par rapport au mot maillage, parce qu'il m'a vraiment posé question et je me disais mais pourquoi tu butes comme ça sur ce mot alors que c'est ta clinique quotidienne. J'ai été formée dans un DESS de psychologie clinique et des institutions. C'est-à-dire que j'ai vraiment travaillé sur qu'est-ce que c'est que ces mouvements transférentiels qu'il peut y avoir, ces différents mouvements, et j'arrivais pas à attraper ce mot-là. Donc je vous ai proposé de pouvoir aborder, soutenir le maillage de l'équipe et de l'entourage à partir de l'expérience que j'ai autour du binôme pédiatre-psychologue.
Le centre de la douleur et de la migraine de l'hôpital Trousseau à Paris, c'est un centre de référence de la céphalée et on fait à peu près 2000 consultations médicales par an. C'est vraiment, voilà, il y a 3 psychologues et demi qui sont dédiés à la consultation pour faire des groupes thérapeutiques et d'autres choses dont je vais parler peut-être un peu tout à l'heure. Et ce qu'on s'est rendu compte, et moi qui y travaille depuis longtemps, c'est qu'il y avait une aggravation des situations depuis 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un meilleur adressage de la part de nos collègues médecins, mais aussi parce que les médecins libéraux étaient bien mieux formés à la prise en charge de la douleur dans les cabinets. Donc ils nous adressaient ceux pour qui c'était vraiment compliqué. Par contre, ce qu'on continue à voir, c'est que les patients que l'on reçoit ont souvent un parcours long, avec peu de partage entre les professionnels qui s'occupent de cet enfant ou de cet adolescent. Ce qu'on peut aussi se rendre compte, c'est que c'est des situations où apparaissent de plus en plus de situations de négligence, de maltraitance en milieu familial ou scolaire. Alors, est-ce qu'il y en a plus ou alors est-ce qu'on sait mieux les repérer ? Ça, c'est une question. Et enfin, on peut aussi se rendre compte qu'il y a une psychopathologie du groupe familial et aussi beaucoup de douleurs chroniques, pas obligatoirement chez l'enfant, mais ça peut être, enfin, chez l'enfant puisqu'il vient nous voir, mais aussi aux étages supérieurs, ça peut être chez les parents ou chez les grands-parents. Alors, nous, on a proposé la consultation binôme médecin-psychologue depuis une quinzaine d'années, d'abord dans un modèle où, en fait, il n'y en avait pas. Il y avait la consultation du médecin qui proposait une consultation biopsychosociale. Il arrivait à nous adresser des patients. Et puis, parfois, il y avait certains patients, comme je vous disais, puisqu'ils étaient plutôt simples, il nous les adressait, mais il y en avait d'autres, ça heurtait, il n'arrivait pas à nous les adresser. Donc, à plusieurs moment, on lui disait est-ce que tu veux que je vienne avec toi en consultation parce que ces situations le dépassaient complètement et ça l'a amené dans une impasse et une incompréhension complète de la situation. Et au fur et à mesure, ces consultations binômes ponctuelles, elles se sont systématisées avec, dans mon emploi du temps, des temps dédiés à la consultation binôme. Alors, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à travailler, il y avait la consultation séparée, semblait renforcer l'idée d'un clivage entre le somatique et le psychique. Le psychologue était vu comme dernier recours et ça culpabilisait les parents d'aller chez le psychologue alors qu'eux, ils avaient une autre demande. D'ailleurs, ce qu'ils pouvaient dire, c'est « mon enfant a mal dans son corps, il a besoin d'un médecin et non d'un psychologue ». Et le binôme permet aux patients d'intégrer la dimension psychologique de la douleur sans négliger la présentation des troubles somatiques pour le patient. Le binôme incarne vraiment la dimension somatique, la dimension psychique. Donc le médecin pourra s'appuyer sur le psychologue pour évaluer et travailler directement dans la consultation les éléments que l'enfant et son parent amènent. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, enfin moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce qui mettait en difficulté les médecins quand ils venaient me dire, là, je comprends rien, est-ce que tu peux venir en consultation avec moi ? C'était des histoires où il y avait une déscolarisation complète, où il y avait des absences perlées dans leur scolarité, mais des absences qui font qu'à un moment, à cause des douleurs, il va plus en cours et il suit plus du tout la scolarité. Donc, un retentissement important. Il y avait des ruptures de liens familiaux dans ce que la famille nous rapportait. On pouvait voir des décès traumatiques. On pouvait voir des difficultés du patient et de son entourage à faire des liens dans son histoire individuelle et familiale entre les événements et entre le corps et la psyché, entre guillemets. Et en disant, moi je vais bien, c'est mon corps qui va mal. Et avec un refus de la dimension psychologique qui s'entendait parfois, ce refus, à ses parents qui disaient la même chose, même très souvent. Et pour le médecin, dans ces conditions-là, dans ce contexte-là, une impossibilité à adresser de ce fait. Ce qui posait aussi problème aux médecins, c'était les patients qui avaient une grande errance médicale et ça leur posait la question de savoir est-ce que je vais être un énième médecin et du coup cet enfant va encore
consulter dans une autre consultation. Ce qui pouvait mettre en difficulté aussi le médecin, c'était des parents qui étaient dans une grande souffrance psychique, voire psychiatrique. Comment on aide ces enfants qui ont des parents qui sont en difficulté. Et enfin, les patients qui avaient des pathologies somatiques avec des douleurs chroniques. Je cite la drépanocytose, l'ostéogenèse imparfaite. Donc c'était vraiment sur ces points-là que les médecins venaient nous chercher. Et aussi quand le médecin lui-même faisait part de son propre sentiment d'impuissance par rapport à des situations où les enfants et les adolescents refusaient ce que le médecin pouvait lui proposer. Ça nous a amené aussi parce que le fait qu'il y avait de plus en plus de demandes de patients avec des difficultés complexes et des histoires complexes, à adresser et à demander aux familles de remplir un questionnaire qui permettait de proposer soit une consultation simple, soit une consultation par un senior qui s'y connaissait bien et qui pouvait déjà répondre à pas mal de choses, soit une consultation binôme médecin-psychologue, et depuis 3 ans, pour les consultations vraiment complexes, où même déjà on peut parfois voir un tableau sur le questionnaire qui nous est renvoyé, une hospitalisation de jour, avec des temps différenciés avec le médecin, avec le psychologue et avec l'infirmière. Ce binôme médecin-psychologue, il n'y a a priori pas de primauté de l'un ou de l'autre. Il y a des allers-retours de la composante biologique et psychologique avec un aspect complémentaire et une dynamique dans ce binomium. Et ça, c'est perçu par la famille et c'est un espace qui semble être très contenant pour la famille. Ce binôme propose une écoute conjointe corps-psyché de l'ensemble des protagonistes. Et là, je pense que c'est un peu un pas de côté par rapport à la pratique en consultation adulte. C'est-à-dire que nous, quand on reçoit un enfant, un adolescent, il vient obligatoirement avec ses parents. Et donc, on doit intégrer, du coup, tous ces éléments. J'en étais. Et en fait, le médecin et le pédiatre va écouter les symptômes, le médecin et le pédiatre, le médecin et le psychologue, je me suis entendue, va écouter les symptômes et ce qu'il en est dit. Il va écouter aussi, cette écoute se fait à 2 professionnels, chacun avec sa spécialité, et quelle écoute. Alors, il va raconter ce qui s'est passé, décaler un peu son discours, et la façon dont le médecin s'adresse à la famille va conditionner le contenu de l'information recueillie. En effet, si on a un discours médical, un entretien médical, ça sera des questions fermées avec des réponses brèves et médicales. Alors que dans ce modèle binôme médecin, ce que ça permet, médecin-pédiatre, je me rends compte vraiment de mon super acte manqué, qui est en fait, c'est pas le médecin pédiatre, mais c'est bien le médecin psychologue. Je l'avais pas lu, je l'avais entendu, c'est assez drôle. Donc en fait, le psychologue va, avec les questions ouvertes, porter une attention aux mots utilisés, aux intonations, aux mimiques et aux interactions, et ça va être une histoire vivante, l'histoire de la douleur, une histoire qui prend sens. Ça met au travail, je crois, le fait qu'il y ait un psychologue, il va relancer, questionner, demander au patient et à son parent d'élaborer pendant la consultation binôme, de faire des liens. Et il va mettre en mots ce qui se dit ou ce qui se joue. Il va aussi différencier les angoisses parentales de celles de l'enfant. En tous les cas, il va les mettre en mots, les dire, avec des questions comme « Comment tu comprends ta réaction là, ce que tu es en train de montrer. Quand tu comprends la réaction de ta maman là qui est en train de pleurer, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Et j'ai l'impression que tu es en colère quand on parle de ça. Et donc le psychologue va inviter à circulariser ce qui se passe dans la consultation. Dans la famille, on va poser la question de que pense votre enfant de cela ? Et là, en général, la maman ne sait pas obligatoirement. Et on l'invite à lui poser la question dans la consultation. Pourquoi ? Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que il y a très peu de communication entre l'enfant et son parent. C'est beaucoup sur « il a mal, qu'est-ce que je ressens pour lui ?» Mais au fond, peu d'échanges. Et donc là, on invite dans la consultation
le parent ou l'enfant à se questionner mutuellement sans que le psychologue le fasse lui-même. C'est la nécessité du travail avec l'enfant et sa famille, elle est importante dans une consultation pédiatrique parce que consulter au titre de la douleur chez l'enfant est un travail d'enquête passionnant et dangereux. C'est interroger de nouveau les diagnostics somatiques possibles, donc c'est ce qui se passe quand ils arrivent la première fois en consultation, pour une première consultation binôme, sans débauche d'investigation, mais quel qu'il soit, avoir en tête les dimensions économiques et psychodynamiques du symptôme pris tout entier dans les relations de l'enfant à son environnement. On voit alors la diversité des fonctionnements mentaux, individuels, familiaux, sous-jacents. Alors, j'ai réfléchi, au début je me suis dit que le psychologue il sécurisait beaucoup le médecin, mais je pense que le médecin sécurise aussi à sa façon, bien sûr, le psychologue. Pourquoi ? Parce que le psychologue, en compagnie du médecin, peut travailler dans la sécurité des éléments somatiques qui seront questionnés, qui seront évalués et expliqués par le médecin. Et d'ailleurs, ce temps-là, ça permet souvent au psychologue de poser la question devant l'enfant et son parent sur des éléments médicaux qui viennent d'être abordés pour les clarifier quand on ne les comprend pas ou quand on se dit si moi je ne les comprends pas, est-ce que l'enfant les comprend ? Et du coup de se faire porte-parole de l'enfant ou du parent quand il perçoit cette incompréhension. Ce d'autant plus quand le discours est trop technique ou pas approprié à l'âge de l'enfant. Et ça, c'est déjà un petit indice sur le fait que le médecin qui a l'habitude de parler à des enfants, là, il n'a pas un discours approprié. Qu'est-ce qui est en train de se jouer dans la consultation ? La présence du psychologue, ça vient sécuriser le médecin. De par sa formation spécifique du psychologue à l'écoute, il vient faire tiers, prêter son appareil à penser, et il va écouter comment le médecin questionne l'enfant et son parent, la place qu'il va nous laisser dans cette consultation, et celle qu'on va prendre aussi, et ce qu'on a perçu de la problématique du patient, de la relation avec son parent, et de celle qui se tisse au moment où qui se passe dans le binôme. Donc on va circulariser la parole, parfois sur des éléments médicaux, comme je disais tout à l'heure, quand le médecin aussi omet de questionner certains éléments médicaux. Ça m'arrive parfois de dire excuse-moi, d'habitude tu poses cette question-là, et là je ne l'ai pas encore entendue, alors que c'est quelque chose qui est très important, par exemple sur l'abus médicamenteux, qui me semble très important de savoir si un enfant prend tous les jours du Doliprane depuis 3 mois, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille, et du coup ça nous donne aussi un élément sur qu'est-ce qui se passe pour le médecin là, à ce moment-là, de pas le questionner. Et quelque chose aussi qu'on a introduit avec certains médecins, c'est de demander au patient de résumer la consultation à son parent. Ça, c'est dans le cadre des suivis, parce que dans le cadre des suivis, on va inviter l'enfant à venir seul dans le premier temps, et après, le parent va le rejoindre. Donc, on va inviter le patient, quel que soit son âge, de 7 ans à 18, 20 ans, de pouvoir résumer la consultation à son parent, qui nous permet d'avoir accès à comment l'enfant et l'adolescent a entendu cette première partie de la consultation, comment il la reformule, et parfois, ça nous donne accès à la relation actuelle qu'il a avec son parent. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, Morgane, c'est vraiment accompagner et transformer les éprouvés brutes par la fonction alpha théorisée par Bion, donner une place à la vie psychique et à la subjectivité. Et tout ce travail de co-pensée permet à la douleur de s'inscrire dans l'histoire et les mythes familiaux. Lors de la pause ou après la consultation, il y a une discussion qui va s'engager entre le médecin et le psychologue sur les différents mouvements de la consultation, sur la dynamique transférentielle, la question des défenses des professionnels perçues par le médecin et par le psychologue. Parce que c'est vrai qu'avec cette acculturation, parce que ça fait presque 15 ans que je suis dans l'équipe, des fois, c'est les médecins qui peuvent me dire « là, je t'ai trouvé un peu en colère, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ?» Mais c'est vrai que du coup, on va questionner ça après les consultations.
Ce qu'on peut poser aussi comme travail juste après la consultation ou pendant la pause qu'on fait avant de recevoir le parent ou pour conclure notre consultation. On va aussi parler des questions donc du respect de la temporalité psychique du patient, mais aussi celle du parent. La remise en mouvement du patient peut prendre du temps car elle passe par l'enfant, elle passe par les deux parents, voire plus quand le système est bien plus complexe. Et on va aussi se questionner sur le fait qu'on propose ou qu'on propose pas beaucoup de choses en fin de consultation. Qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas à réfléchir pour cet enfant ou pour cette situation? Et enfin, on va aussi interroger quand on ne comprend pas pourquoi l'enfant ou la famille refuse les propositions qu'on peut lui faire. Ça revient un peu à respecter la temporalité psychique du patient. Et donc, le binôme, c'est un travail d'ajustement entre le médecin et le psychologue et avec la famille. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a une acculturation depuis plus de 20 ans qui permet ou a permis aux médecins la possibilité de travailler seul et aujourd'hui d'adresser avec plus de souplesse, voire même d'adresser, ce qui est assez complexe, nos patients en thérapie familiale. Alors pour aller plus loin, c'est vrai que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, on est un peu limité par la consultation. Pourquoi? Parce que il y a une absence des autres membres de la famille. Souvent, c'est la maman qui vient. C'est aussi parfois les papas, mais force est de constater que c'est, on va dire, à 80% les mamans. Et du coup, on a la vision d'un seul parent et de seulement du patient, avec des questions sur comment l'entourage, la fratrie, et comment elle vit cette situation. Quelles sont leurs implications à chacun dans le quotidien? Et c'est vrai que dans certaines situations, la consultation de l'enfant devenait un peu celle du parent présent ou des parents quand ils avaient des difficultés relationnelles entre eux. Et du coup, c'était parfois très compliqué. Et on s'est dit qu'il fallait différencier les lieux, repenser la place de chacun dans certaines situations, parce que à force, il y avait une confusion des rôles et aussi une confusion de qu'est-ce qu'on venait faire en consultation binôme. Donc, ça a été l'occasion de mettre en place la thérapie familiale systémique au sein du service et pour laquelle je me suis formée. Et donc, un jour par semaine, on reçoit les familles dans ce cadre-là. Ce qu'on peut retrouver dans ces situations-là, c'est le plus, c'est que ce sont des situations où il y a un conflit de loyauté entre le membre de la famille avec celle des générations précédentes. Et donc, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment. On va aussi se rendre compte que l'enfant, il est souvent parentifié, c'est-à-dire qu'il est mis à une place d'adulte dans la famille. Et de ce fait, lui, on se questionne sur le fait que est-ce que les douleurs, elles sont là pour essayer de nous rendre compte de certaines choses, de cette parentification. Et j'ai terminé parce que je suis en retard. Je vous laisse passer du coup la bibliographie, mais voilà ce que je voulais dire du travail qui est fait et du coup du maillage qui peut y avoir entre le médecin, le psychologue, mais aussi l'infirmière, parce que là j'ai pris l'exemple du médecin, mais voilà ce que je voulais vous en présenter. Merci. Merci beaucoup. Donc nous allons finir avec le docteur Baptiste Ligné, qui est maître de conférence en psychologie à l'Université de Bourgogne. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Antoine. Ça veut dire non, mais quoi? Non, quoi? Non, j'ai pas de PowerPoint. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Antoine et Véronique et le comité d'organisation pour cette invitation, pour vous parler des apports du psychologue. Et mon intervention est intitulée « L'efficacité des méthodes du psychologue, clinique et formation ».
En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour commencer à préparer mon topo, j'ai repris le livre blanc de la douleur de la SFETD, qui a été publié en 2017, puisqu'on avait déjà évoqué quelque chose de la formation des psychologues et de la place des psychologues en structure douleur. Et Véronique et Séverine, vous aviez déjà mentionné que, bien, dans le chapitre consacré justement à l'exercice du psychologue, que selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, les psychologues participent à l'évaluation psychopathologique et aux psychothérapies auprès des patients douloureux chroniques. Et un peu plus loin, vous ajoutez, et je cite entre guillemets, « En clinique de la douleur, il s'agit aussi pour le psychologue de collaborer avec le médecin somaticien dans l'approche de la complexité de sa relation avec le malade et de l'aider à supporter ou à comprendre ce qui peut invalider son arsenal thérapeutique. » Et ben voilà mon plan pour ma présentation et pour mon propos. On va d'abord parler de l'évaluation psychologique et psychopathologique, des psychothérapies, et puis en dernière partie, ce sera mon dernier paragraphe, sur la compréhension de la complexité de la relation praticien-patient. Alors, premier point sur l'évaluation psychopathologique. Vous rappelez également, toujours en 2017, Véronique et Séverine, je m'appuie beaucoup sur vos propos, hein, désolé, mais c'est important. Vous dites que le psychologue s'attache à l'intégration de la problématique en jeu dans l'expression du symptôme et vise au soulagement, quelle que soit la méthode. Pour répondre à cet objectif, eh bien, le psychologue doit pouvoir conceptualiser le fonctionnement psychique du patient pour en dégager une compréhension des symptômes, ici donc en l'occurrence ce qui nous intéresse, la douleur. Et puis j'ai repris un article de 2003 d'Hervé Benoni, où il définit justement l'examen psychologique, l'évaluation psychologique, comme étant une synthèse précise de la dynamique psychologique spécifique d'un cas, en décrivant et en expliquant le jeu des éléments internes, proprement psychiques, et à l'origine des conduites et des comportements individuels. Un peu plus loin, toujours dans le même article, il rajoute « L'objectif est de comprendre la personne dans sa propre langue, dans son univers privé et en référence à son histoire, et cela indépendamment des aspects de diagnostic. » Ce premier temps de l'examen vise aussi la mobilisation des processus proprement psychologiques au sein d'une relation donnée. Le clinicien joue sur les effets de rencontre avec un autre qui permettront de soulager la souffrance psychique tout en analysant son propre engagement au sein de cette relation. Et il rajoute, et j'insiste parce que c'est ce point qui me semble être le plus important dans notre mission d'évaluation psychopathologique. Alors, Hervé Benoni écrit cet article dans le cadre de la maladie somatique et du handicap. Et je me permets je pense en tout cas que c'est aussi possible pour la douleur. Il dit, le handicap et la maladie somatique sont utilisés bien trop souvent comme justification aux troubles d'ordre psychique et relationnel sans considérer la complexité des facteurs en jeu. Et il attire notre attention en disant, et j'insiste vraiment beaucoup dessus, il importe donc d'éviter le piège qui consisterait à expliquer l'interne par l'externe, à expliquer le fonctionnement psychique par la réalité de la maladie, et moi je rajoute du coup la douleur. Le psychologue ne néglige aucunement la réalité événementielle, mais sa démarche doit de considérer la singularité des individus en prenant en compte la totalité des situations et la dynamique évolutive propre des conduites elles-mêmes. L'efficacité de ces méthodes, l'efficacité de nos méthodes d'évaluation, repose donc bien dans la prise en compte des modalités intrapsychiques. Alors pour faire tout cela, eh bien, le psychologue est formé à différents outils et dispose de plusieurs outils qui ont déjà fait preuve de leur efficacité, que ce soit l'entretien clinique, ou tout simplement le fait de rentrer en relation avec le patient pour éprouver son fonctionnement psychique. Et il peut s'agir aussi des méthodes d'évaluation que vous connaissez déjà, ça peut être des grilles d'observation, des questionnaires, des échelles, ou des méthodes standardisées, ou encore des méthodes projectives. L'objectif et l'efficacité de ces pratiques, quelles qu'elles soient, eh bien, c'est de pouvoir comprendre le sens et la fonction du symptôme douloureux, qui peut aller eh bien, très caricaturalement du symptôme psychosomatique qui serait dénué de sens, ou au corps comme surface de projection ou d'expression d'actes ou de conflits inconscients. Et les psychologues peuvent, à l'issue de cette évaluation, eh bien, proposer des hypothèses diagnostiques, et bien sûr, surtout des indications, des orientations psychothérapeutiques. En ce qui concerne la formation, eh bien, il me semble que tous les psychologues sont formés à cette question de l'évaluation. Alors bien sûr, avec des disparités. Certains masters ou certaines universités ou certains laboratoires vont préférer peut-être certaines pratiques à d'autres, ou certaines conceptualisations ou certains outils à d'autres. Il me semble même d'ailleurs que certaines universités
Peut-être qu'elles sont probablement très rares, mais forment déjà certains étudiants à l'évaluation de la douleur. Et c'est probablement rare puisqu'il me semble que nos maquettes de formation malheureusement réduisent beaucoup et cela prend déjà beaucoup de temps de pouvoir former les étudiants à l'évaluation psychopathologique généraliste entre guillemets. Moi-même qui travaille beaucoup sur le champ de la douleur, j'ai très peu de temps pour le faire, c'est très compliqué et ce serait pourtant extrêmement important de pouvoir le faire. Pour les psychothérapies, deuxième point, donc en ce qui concerne les psychothérapies, donc cette fois-ci, je ne prends plus le livre blanc de la douleur, mais je prends l'autre manuel qui me semble tout aussi important, qui est le psychologue en structure douleur. Eh bien, Véronique et les co-auteurs précisent que, tout comme pour la question des évaluations, l'exercice du psychothérapeute consiste notamment en un repérage des places et fonctions de la douleur dans la vie actuelle du sujet, ainsi que le sens qu'elle prenne pour lui dans son histoire. On cherche à saisir en quoi la douleur ou la maladie qui touche le corps est aux prises avec la vie psychique et la vie relationnelle. Comment s'est installée la chronicité et dans quel contexte psychologique et social ? Alors, on l'a déjà montré, ça sert peut-être pas à grand-chose de le redire, mais on peut le redire. On sait déjà que tous les courants de psychothérapie, en tout cas ceux qui ont fait preuve d'une recherche sur leurs travaux, eh bien, sont efficaces ou ont montré leur efficacité en clinique de la douleur. Ça fait plusieurs années que ce constat est établi, et il n'est plus à remettre en question. Par contre, on a encore besoin de beaucoup de recherches pour comprendre leur fonctionnement, pour comprendre leurs outils, pour comprendre les principes actifs ou les mécanismes en jeu dans les psychothérapies. À noter d'ailleurs que même certaines études montrent que les psychothérapies sont parfois même plus efficaces que le traitement, notamment dans les troubles somatoformes. Et qu'en tout cas, les études s'accordent un peu toutes pour dire que c'est toujours préférable de faire une psychothérapie et un médicament ou un traitement médicamenteux. C'est l'ajustement et l'accordage entre les deux qui est probablement le plus efficace. L'enjeu maintenant, c'est surtout probablement d'améliorer l'accès à la psychothérapie et de pouvoir trouver une coordination entre la demande des patients, les soignants, l'organisation des services, les revenus, et de pouvoir faire en sorte de trouver la psychothérapie la plus adaptée à la problématique du patient, à ses représentations, aux représentations qu'il a et qu'il se fait de son fonctionnement et de son symptôme. C'est probablement ça le plus important. Et puis il y a la question très épineuse aussi de pouvoir se dire, mais est-il seulement possible de faire de la psychothérapie en structure douleur ? Ça, c'est bien compliqué, cette question-là. On sait bien que le nombre de séances ou le nombre de rencontres avec le psychologue en structure douleur est quand même réduit par des contingences organisationnelles. La DGOS, la HAS ou même la SFETD en dit quelque chose de ça d'ailleurs, du nombre de rendez-vous avec le psychologue. Et puis, on entend bien que l'argument de la file active qui augmente considérablement, c'est quand même un principe de plaisir indéniable. Et en même temps, on sait bien qu'il est impossible de parler de psychothérapie si on diminue ou si on réduit le nombre de séances ou si on a tenté qu'une envie de contrôler en tout cas le nombre de séances. J'espère que la catastrophe Mon Parcours Psy a bien montré ça dans au moins dans le grand public, que le grand public puisse aussi se saisir de cette question-là. Ça, c'est important. Alors par contre, on sait que parfois, un petit nombre d'entretiens peut déjà avoir un effet, peut permettre déjà une amélioration symptomatique ou au moins fonctionnelle. Et puis on sait que certains dispositifs peuvent l'être psychothérapeutiques. Je pense à des groupes de photolangage par exemple, à des thérapies ou à des dispositifs qui peuvent permettre comme ça quand même une amélioration ou un changement. Et puis on a vu avec Marion que la psychothérapie ça rapporte pas, donc forcément. Mais est-ce qu'on peut parler de psychothérapie en ce sens ? Je ne réponds pas à la question, je laisse la question ouverte. Et je me dis du coup, dans les structures douleur en tout cas, ou même dans d'autres structures probablement, peut-être qu'il faudrait aussi qu'on se forme à la réorientation ou à l'orientation. Parce que finalement, dans certains cadres, c'est bien la seule chose que l'on peut faire. Et je suis pas sûr qu'on soit très doué à cela. En tout cas, moi j'ai beaucoup de mal à cette question-là et peut-être qu'on devrait, ou peut-être que ça existe d'ailleurs, des formations à l'orientation ou la réorientation des patients. Je pense qu'on est assez bien démunis en tout cas pour faire cela. Toujours dans le même ouvrage, le psychologue en structure douleur, les auteurs écrivent « Les problématiques dans lesquelles évoluent les patients douloureux chroniques sont majoritairement du registre du trauma, du deuil, de la carence, des atteintes narcissiques identitaires. » Et il précise aussi que toutes ces problématiques sont bien connues dans le champ de la psychologie clinique et de la psychopathologie et ne nécessitent pas de validation particulière dans le champ de la douleur. Alors oui, bien sûr, une très grande majorité des formations initiales en psychopathologie clinique abordent bien sûr ces thématiques. Mais
il me semble tout de même important de rappeler que la prise en compte du corps et de la douleur spécifiquement en psychothérapie ne va pas de soi. On pourrait dire d'ailleurs que l'objectif thérapeutique est que le patient puisse mobiliser ses représentations à partir de la douleur, qui quand même, grosso modo, est un objet qui est initialement insaisissable, et qu'elle crée bien sûr plein de situations d'incertitude, et que peut-être l'objectif thérapeutique pourrait être tout simplement peut-être de reconstruire ou de retravailler un sentiment de continuité d'existence. Et écouter le corps, c'est pas une écoute banale. Alors on l'a vu avec la visibilité ou l'invisibilité. En tout cas, moi, je me rends bien compte de ça depuis que je ne travaille plus en structure douleur. En fait, la douleur, elle s'oublie très vite. Elle est un non-dit d'ailleurs. C'est pas forcément au sens d'un tabou, mais comme c'est un phénomène universel, eh bien, les patients ne s'arrêtent pas toujours sur le symptôme de la douleur. Ils n'en disent pas grand-chose d'ailleurs en dehors de la structure douleur. Et c'est si facile de passer à côté. C'est si facile de ne pas l'entendre ou de ne pas lui donner une place nécessaire en tout cas. Ce qui, je pense, pourrait limiter l'efficacité de la psychothérapie. Et puis enfin, dernier point, ce qui me permettra de faire une transition sur la troisième mission, la troisième fonction des psychologues. La psychothérapie ne peut être efficace que dans un cadre de pensée, que si le psychologue peut en amont penser son cadre, qui lui permette de pouvoir s'épanouir, de pouvoir penser en toute sécurité, de pouvoir élaborer une vie psychique et réfléchir à cette situation-là. Ce qui est quand même extrêmement fragile, parce que si un seul pan de ce cadre est mis à mal, par quoi que ce soit, l'organisation, le patient, le service ou autre, eh bien cela fragilise et ça peut bien sûr rapidement donner une psychothérapie inefficace ou impossible à mettre en place. Troisième et dernier point, sur la mission du psychologue, sur la participation du psychologue à la compréhension de la relation praticien-patient. C'est une fonction qui a été très bien mise en évidence, je le trouve, dans les deux précédentes communications. C'est l'idée que le psychologue a aussi pour mission de participer à la pensée de ce cadre, justement, et à la pensée de la compréhension des relations que le patient entretient avec l'équipe soignante, ou même d'ailleurs à l'institution, à l'hôpital en général. Plusieurs positions sont possibles. Ça peut passer par un devoir de formation, par exemple, auprès des équipes, mais c'est difficile aussi d'endosser à la fois la casquette ou le rôle du psychologue auprès des patients, et puis le rôle de formateur auprès de l'équipe. Et je pense qu'il y a, mais comme vous l'aviez très bien montré dans les deux précédentes communications, l'idée c'est peut-être d'intégrer l'équipe et de faire travailler l'équipe sur la mise en évidence des processus de répétition, d'homologie fonctionnelle par exemple, ou de la diffraction du transfert, en instillant petit à petit quelques réflexions. L'idée, c'est de permettre à l'ensemble des acteurs de la douleur, médecins, soignants, infirmiers, même secrétaires ou ASH, eh bien de pouvoir penser et pourquoi pas même peut-être bien d'empêcher certains facteurs psychopathologiques ou dysfonctionnels de la douleur qui œuvrent et qui se généralisent, qui mettent à mal les liens d'ailleurs dans les services, les liens inter- et intrapsychiques d'ailleurs. Peut-être qu'il peut s'agir d'aider l'équipe à démêler par elle-même différents transferts ou diffractions transférentielles. Justement, un petit exemple, j'ai encore un peu de temps ? Je sais pas. Allez, je me dépêche. L'idée, c'est que dans le service où je travaille actuellement, on discutait d'un patient qui avait une douleur de temps en temps, et puis tout à voix haute dans la réunion institutionnelle et dans la réunion clinique, je me disais comme ça, je parlais à moi-même et je me disais, mais tiens, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire cette douleur ? Il faudrait qu'on s'interroge un peu sur cette douleur que le patient propose ou présente. Et l'équipe tout de suite réagit et me dit, ah mais Baptiste, tout n'a pas à être psychologique, hein. Tout n'a pas à être expliqué, tout n'a pas à être forcément important comme ça. Alors, je suis d'accord, très bien, pas de problème. Et puis quelques mois après, ce patient, il nous parle encore de sa douleur, il nous explique un petit peu ce qui se passe. Et puis le patient, il arrive à dire, ah mais en fait, moi j'ai du mal à parler, mais mon corps, il parle pour moi quand même un petit peu. Alors je laisse les choses un peu infuser dans l'équipe comme ça, et puis quelques mois après, j'entends le chef de service qui dit « Ah mais oui, mais c'est vrai que Baptiste nous a dit quand même de nous interroger sur le corps. Il nous a dit quand même de faire attention au corps. Qu'est-ce que ça peut dire quand même ? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ?» Peut-être que le rôle du psychologue, c'est peut-être d'instiller comme ça petit à petit dans les équipes des réflexions, des questionnements, parce qu'en fait, le malade ne peut pas se définir que par sa maladie. Mais en revanche, la maladie, elle ne peut se définir que dans la pluridisciplinarité. Et donc peut-être que les psychologues, on pourrait être un peu plus formés, ou on pourrait se former un peu plus à l'interdisciplinarité ou à la pluridisciplinarité. Comment former les psychologues à intervenir dans des lieux où le corps est tellement tout puissant qu'il est parfois même pas pensé comme étant incarné ? Ça c'est une question importante, il me semble. Et pour conclure, je reprends un article de Conradi et Régnier en 2019,
Et vous disiez justement, le psychologue doit donc maîtriser des connaissances somatiques solides concernant la pathologie des patients et le fonctionnement de la douleur pour comprendre les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Et plus loin, vous ajoutez aussi, en pratique, dans la clinique de la douleur, 2 types d'examens psychologiques pourraient se dessiner. Une dite classique, qui concerne l'évaluation de la personnalité, de la souffrance psychique et de la psychopathologie, et une évaluation psychologique qualifiée de spécifique, douleur, qui est orientée sur la compréhension des mécanismes en jeu dans la perception de la douleur. Les 2 évaluations étant complémentaires, se rejoignent et se nourrissent l'une et l'autre. J'ai trouvé cette idée très intéressante et je me suis dit que le psychologue en structure douleur a finalement 2 casquettes, celle du psychologue classique et puis celle du psychologue douleur. L'université, elle va surtout se charger de former le psychologue classique et c'est ensuite probablement au psychologue douleur d'aller se former dans des lieux de formation. Donc je pense que vous avez déjà eu un peu de pub, mais je me dis que par exemple l'Université des psychologues de la SFETT, c'est pas mal comme lieu, ou le DU de clinique et psychopathologie de la douleur à Nantes, Lille et Dijon, c'est pas mal aussi. Reste à réfléchir ensuite, si cette dichotomie s'applique aussi à la question de la psychothérapie. L'université forme les psychologues à l'évaluation de la personnalité ou de la psychothérapie qui concerne la personnalité, mais n'a peut-être pas encore intégré qu'il n'y a pas de personnalité sans corps ou sans corps sans personnalité. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, tout se déroule en fonction de la dialectique de l'interaction entre personnalité et corps. Le psychologue a donc non seulement une place très importante en clinique de la douleur, mais c'est une place fondamentale, inévitable, un peu comme un socle tournant. On sait bien que d'ailleurs que certains fonctionnements pathologiques visent à empêcher la pensée, et c'est pour cela que parfois le psychologue est le mauvais objet dans ses équipes ou dans ses services, parce que sa fonction est de permettre et de soutenir la pensée. Et pour cela, il est important aussi de rappeler que ce soit dans le cadre de l'évaluation ou des psychothérapies, notre code de déontologie stipule que seul le psychologue est en mesure de faire le choix de ses outils et de ses méthodes. Ça, c'est peut-être important à rappeler, et pour nous et pour nos collègues. Il me faut aussi ajouter que ces 3 missions, évaluation psychologique, psychothérapie et compréhension des mouvements psychiques, sont les 3 grandes missions du psychologue. Certaines d'entre elles, notamment l'évaluation, doivent aussi être défendues comme une spécificité du métier de psychologue clinicien. Certaines de nos missions nous échappent parfois, quelquefois. Et puis, dernier point, et du coup, je vais reprendre un petit peu les points discutés par Marion tout à l'heure. Toutes ces missions peuvent faire l'objet de recherche et de valorisation, et ça me semble être primordial, surtout si apparemment ça rapporte de l'argent à l'hôpital. Le psychologue et ses outils ont également leur rôle à jouer en recherche. Et peut-être qu'on peut, justement, pour reprendre les propos de tout à l'heure, on peut distinguer une recherche en clinique, qui serait objectivante, et qui prévoit le déroulement d'une procédure dans un but très précis, de la recherche clinique qui prend son inspiration dans la situation clinique, et qui s'élabore dans la rencontre clinique elle-même. Il me semble que là, nous, en tant que psychologue, on pourrait avoir quelque chose à dire ou quelque chose à faire. Surtout que je rajoute que depuis quelques années, le master, maintenant, il est à la fois pro et recherche. Donc, il n'est pas nécessaire d'être docteur ou doctorant pour être chercheur. Un psychologue clinicien ou une psychologue clinicienne, on essaie déjà chercheur, et quand on est clinicien, on pose des hypothèses, et donc on est déjà dans une démarche de recherche. Et dernière phrase, pour que tous les outils du psychologue soient efficaces, il faut qu'ils s'appuient sur un cadre de pensée, de contenance, de pluridisciplinarité, de formation. Et figurez-vous que mon dernier mot, c'était de sécurité. Et j'ai trouvé ça génial, du coup, qu'on puisse se rassembler sur ce terme. Je trouve ça assez intéressant. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais demander aux intervenants de nous rejoindre. Merci à tous les 3 pour vos interventions très riches. Effectivement, il y a eu un certain nombre d'éléments qui se sont rejoints dans vos interventions, et notamment effectivement la question des apports du psychologue, de la fonction du psychologue, des fonctions plutôt au pluriel, du psychologue dans les structures de douleur, notamment auprès des équipes, de l'entourage également, mais vous avez axé davantage votre propos peut-être sur les équipes. Ces apports, effectivement, vous les avez plus conçus dans un sens, c'est-à-dire du psychologue vers les équipes.
qu'est-ce qu'il peut en être, et là je vous pose un peu la question à tous les trois, qu'est-ce qui peut en être des apports des membres de l'équipe dans la construction, effectivement, et l'évolution des fonctions du psychologue au sein de cette équipe? Moi, je crois que j'ai un petit peu répondu à la question dans le sens où je pense que c'est aussi ce qui nous apporte sur lequel on va réfléchir. Et c'est pas, c'est une question qui est un peu compliquée en fait. Je me rends compte pourquoi j'ai pris le micro. Non, c'est en fait. Moi, je les vois dans les moments où on discute ensemble, que ce soit dans les moments informels ou dans les moments de réunion, où au fond, nous, on a nos pensées, on a nos hypothèses, et en fait, en discutant avec nos collègues, on va avoir leurs propres hypothèses, et je vais m'enrichir de leurs pratiques. En fait, aujourd'hui, moi, si je peux poser une question pendant la consultation sur le médical, ou si je me rends compte qu'il peut y avoir un patient, par exemple, qui a une drépanocytose, l'autre jour, je me suis rendu compte qu'il était migraineux. Je lui ai dit, écoute, je vais te proposer de revoir le médecin pour tes migraines. Enfin, il y a quelque chose d'un aller-retour, mais c'est une question intéressante. Et je trouve que c'est ce que vous disiez aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'on parle la même langue. À un moment donné, on a le même objet, mais on n'a pas les mêmes conceptions, les mêmes conceptualisations. Et l'idée, c'est qu'on puisse faire de la place à toutes les hypothèses et qu'on puisse. Et nous, en tant que psychologue, on a cette possibilité-là de prendre la température de l'équipe et de se dire, à quel moment est-ce qu'il faut laisser la place à une hypothèse plus qu'à une autre, et comment est-ce qu'on peut se rassembler pour avoir la même langage commun. Je ne sais pas si ça, une polyphonie par exemple, de pouvoir parler différemment du même symptôme ou du même patient ou de la même situation et que ça puisse se rassembler. Mais effectivement, le psychologue ne peut pas être tout puissant et tout seul dans ces situations-là, c'est pas possible. Je vais ajouter, je sais pas si je vais ajouter beaucoup, mais en tout cas, oui, c'est cette idée-là, c'est-à-dire que le psychologue, il a un pas à faire envers l'équipe, de pouvoir traduire un petit peu ce qu'il raconte, traduire son évaluation, traduire ce qu'il se représente de la situation par son prisme à lui, ses lunettes. Mais du coup, c'est un effort qui va dans les deux sens au sein d'une équipe, parce que à un moment, il va falloir aussi pouvoir comprendre un petit peu le médical et qu'il y ait comme ça une sorte de terrain commun où on puisse parler, où on puisse se poser des questions, parce que on n'est pas forcément dans le même langage, qu'on puisse librement, que le psychologue pose aussi librement, là, ce médicament, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'il connaît pas tout, mais que c'est important de pouvoir se représenter lui aussi, ce que ce médicament, ce que cet examen, ce que tout ça, ça peut faire vivre au patient. Alors après, c'est le patient qui va lui dire, mais en tout cas, quel est l'attendu de la part du médecin? Voilà. Et que les attentes, comme ça, elles puissent aussi faire des allers-retours et communiquer dans les deux sens. Je me permets de continuer, mais c'est aussi l'idée de, quand on écoute nos collègues parler de nos patients, c'est là aussi on peut se rendre compte des mécanismes de clivage, par exemple, des mécanismes ou des représentations des patients, ou des enjeux relationnels, ou de la dynamique de l'équipe. C'est aussi à ça qu'il faut qu'on soit attentif en tant que psychologue pour mener à bien tout ça. Alors, vous avez évoqué la question du non-soignant, ou plutôt du soignant du psychisme. Quelle représentation l'entourage d'un patient douloureux peut se faire de ce soignant du psychisme? C'est pour moi. Parce que j'ai plutôt parlé des équipes, mais en tout cas, je pense que ça a été dit aussi par Florence. Alors dans le cas de la consultation pédiatrique, mais c'est quand même ce qu'on retrouve beaucoup, c'est-à-dire que moi j'ai mal dans mon corps, pourquoi je vais aller voir le psychologue? Oui, il soigne la tête, mais moi j'ai pas mal dans ma tête. Même les migraineux disent ça. Alors que si, et alors que c'est à plusieurs endroits, et alors qu'on sait aujourd'hui que évidemment la douleur, ça provoque aussi des répercussions sur le psychisme, et que là encore, on est dans quelque chose qui circule, dans quelque chose de dynamique.
Mais en tout cas, les représentations, c'est sûr qu'à des moments, il va aussi falloir les mettre au travail avec le patient, que le patient les mette au travail avec son entourage. Mais j'ai envie de dire, le patient, du moment où il vient en consultation de douleur, il commence aussi une déconstruction un petit peu de ses représentations, de sa douleur, de comment il va pouvoir la soigner, la soulager, parce que là, il n'y a pas de baguette magique. Et donc voilà, je sais pas si ça répond un peu, mais... Merci. Alors j'ai une question un petit peu plus polémique pour Baptiste. Désolée. On a évoqué la question des formations, notamment des psychologues qui travaillent dans le champ de la douleur. Formation à l'évaluation spécifique, bien sûr. Formation à l'orientation, c'est intéressant, hein, vers d'autres professionnels notamment. Alors cette question de la formation, elle est épineuse puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, on l'a dit, hein. Mais on parle beaucoup actuellement de l'allongement des études de psychologue. Voilà ma question. J'ai dit qu'elle était polémique. Bah, c'est surtout que j'ai pas trop d'idées. L'allongement l'ajout d'une 6e année, c'est ça? Ou du doctorat? Il y a plusieurs hypothèses, hein, oui. Effectivement, mais bon. Ça fait longtemps qu'on en entend parler et qu'il me semble qu'il y a toujours rien de... C'est pas une question que j'ai pas planché sur la question, donc... Est-ce que, effectivement, on peut envisager l'allongement des études comme une façon, effectivement, d'aller développer... Je sais pas si le cadre de la douleur serait propice à cela, j'en sais rien, mais parce que le psychologue en structure douleur a besoin de se former et il faut que le psychologue en structure douleur puisse choisir aussi ses formations et le champ et même il y a un paragraphe que je voulais écrire d'ailleurs que j'ai finalement enlevé sur la formation en psychothérapie aussi à l'université qui me semble être aussi une question très épineuse, mais parce que il faut que le psychologue puisse choisir ses propres outils et donc puisse choisir aussi les formations et les lieux de formation qui lui sont parce que c'est pas pareil quand on travaille chez l'enfant, chez l'adulte, on a dicto, il faut que ce soit quelque chose qui soit spécifique et qui soit choisi par le psychologue. Je pense que je peux tout si je réponds à la question, mais ce qui me vient là. Moi, j'ai pas du tout d'idée sur la 6e année. Par contre, je pense que si elle est accolée à la 5e année, quel sens ça a? Parce que les formations, c'est tout le long de notre vie de psychologue dont on a besoin. Et elle vient aussi répondre à des besoins qui se forment au fur et à mesure de nos expériences, de ce qu'on veut proposer dans l'équipe. Nous, dans l'équipe, on a bataillé pour avoir ce temps FIR et on arrive à le faire respecter, voire même, il y a eu une espèce de je sais pas, ça a déteint sur les médecins parce que les médecins ont maintenant aussi un temps FIR. C'est-à-dire qu'ils ont un temps, mais qui est déjà pour eux très labellisé, hein, parce qu'ils ont une obligation de formation continue, et l'hôpital paye facilement leur formation. Mais je sais que la chef de service, a proposé aux médecins d'avoir du temps, parce que comme dans les structures douleur, on nous demande d'écrire, on nous demande de former, d'enseigner. Il y a ce temps-là qui est nécessaire, et je pense que c'est important pour le psychologue de pouvoir le demander, le revendiquer, et moi je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, pour demander cette formation, il fallait aussi aller montrer à la direction, montrer à la DRH, montrer à ceux qui viennent payer nos formations, ce qu'on fait dans les consultations. Si on est trop transparent auprès de ceux qui pourraient nous les payer, en effet, ça échappe. Et pour la thérapie familiale, qui est une thérapie assez conséquente, enfin qui est une formation conséquente, c'est 4 ans, c'est à peu près 2 500 € l'année. Ça a été compliqué de le faire payer par l'hôpital, mais à la fin, 3e, 4e année, j'ai réussi parce que je me suis dit non mais comment je peux faire? Et en fait, je leur ai montré tout ce que je faisais au fur et à mesure, et à la fin, ils pouvaient plus refuser parce que quand on paye toutes ces toutes ces formations aux médecins, comment on peut refuser aussi aux psychologues qui travaillent autant, qui fournit autant de payer? Moi, je pense que
il faut revendiquer auprès des gens et du coup, ça faut se faire connaître en tant que psychologue, non pas que au sein de l'équipe. Là, je dirais, il faut aller au plus dans l'hôpital du travail et des besoins de formation qu'on a. Mais je crois que les formations aujourd'hui, en tout cas, je parle pour l'hospitalier, reconnaissent ça de plus en plus. Je regarde si j'ai le temps pour une dernière question. Je pense que oui. Super. Alors, de manière plus large, y aurait-il des spécificités du psychologue de la douleur par rapport aux psychologues exerçant dans des services somatiques, santé somatique en général? Pour avoir travaillé dans les différents, dans ces différents lieux, oui et non, bien sûr. Oui, parce que la douleur nécessite du temps dans l'hospitalisation. Souvent dans les lieux somatiques, ils viennent sur un temps d'hospitalisation. Nous, c'est de la consultation, donc on est sur 2 temps différents. Non, parce que au fond, tout ce qu'on a dit au cours de cette journée, c'est que ça vient chercher, ça vient mettre au travail tout ce qu'on est en tant que psychologue. Donc c'est la conciliation des deux. Donc voilà. Oui, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je pense que c'est un oui et un non, dans le sens où, la consultation douleur, elle a un cadre spécifique, elle a une grille de lecture spécifique, parce que il y a cette attentivité spécifique autour de la douleur, et en même temps, on l'a bien dit, tout le long de la journée, là où il y a du somatique, il y a du psychique, et en même temps. La douleur, quand on travaille dans d'autres services, en fait, on la retrouve, et pas que sous de la forme aiguë. En fait, on vient se rendre compte qu'il y a d'autres endroits, d'autres disciplines, où les patients viennent taper à cette porte-là, parce que pour parler aussi de leur douleur. Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont pas au bon endroit? Est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont au bon endroit ou qu'ils en sont pas encore à la consultation douleur? Il y a plein de questions, mais en tout cas, quand on est psychologue clinicien, et qu'on travaille dans des services somatiques en général, le corps est toujours là et la douleur est aussi toujours là. Et du coup, c'est pour ça que c'est important, en tout cas pour revenir aussi sur la formation, mais pour le psychologue d'avoir expérimenté, d'avoir été voir dans d'autres endroits du somatique, de choisir de revenir ou de revenir en douleur, d'aller croiser d'autres champs, d'aller parler de la dicto, de plein de choses. Je travaille aussi maintenant avec la grande précarité, je croise beaucoup de douleurs qui n'a pas la même forme de plainte. Donc il y a vraiment une multiplicité des demandes et des non-demandes. Oui, en fait, j'étais en train de me dire que la douleur, c'est un symptôme tellement universel et tellement généraliste que dans les autres services, il y a un organe qui est touché, ou il y a une partie du corps, où il y a un endroit, un lieu qui est touché particulièrement, alors que la douleur, ça peut être partout. Donc il y a quelque chose de plus... Et peut-être que la douleur peut être un prétexte à la rencontre et aux soins, alors que dans les autres services, il faut qu'il y ait un organe particulier ou une maladie particulière qui soit présente, alors que la douleur est quelque chose de plus... Ouais, je suis pas sûr que ça ajoute grand-chose à ce qu'on disait là, mais voilà. Merci encore pour vos interventions et pour les échanges croisés qu'on a pu avoir.